aux machines, L'enregistrement est en cours. qui permet aux machines d'apprendre à partir des données afin d'identifier des connaissances, des insights et des patterns pour prendre des décisions. Donc, on peut donner comme exemple, par exemple, prédire le prix d'une voiture en fonction des caractéristiques. Donc, on dispose d'un très grand volume de données de voitures. Avec le machine learning, on peut essayer de prédire, par exemple, le prix, comme j'avais dit tantôt. Il y a aussi un domaine que l'on appelle la vision par ordinateur. Ce domaine n'est rien d'autre que ça permet de donner une autonomie à la machine pour permettre d'interpréter des images et des vidéos pour reconnaître des objets, des visages et des scènes. On a aussi des systèmes experts qui étaient euh, bien avant l'avènement de ChatGPT, à partir principalement des années 1980. On parlait pendant ce temps des systèmes experts. Et ces systèmes experts, bon, simulaient aussi l'intelligence humaine, mais avec des règles bien déterminées, des règles bien fixées et aussi avec une certaine connaissance préétablie. Donc, c'était plus rigide que actuellement les systèmes intelligents que l'on a. Il y a aussi le domaine du traitement du langage naturel qui permet aux machines généralement de comprendre, d'interpréter et de générer le langage humain à travers, par exemple, les textes, les discussions quotidiennes et la parole, comme vous pouvez le voir actuellement. Je peux donner un exemple comme avec l'application Orange Money, il y a maintenant l'intégration du voice. Vous pouvez interagir avec votre application par le biais de la voix, ainsi de suite. Et aussi, il y a le deep learning, communément appelé, et son rôle est vraiment substantiel de donner pour la reconnaissance, par exemple, de certains motifs et des insights. Ça permet d'améliorer continuellement ces systèmes pour mieux maximiser leurs impacts. Donc, le processus passe de la collecte des données. Donc, avant de faire quoi que ce soit, les données sont le moteur, par exemple, de l'IA, comme aussi de la science des données. Sans données, on peut pas avancer déjà. Donc, il nous faudra acquérir ces données de manière brute, qui va être pris dans diverses sources. Après avoir collecté ces données, il faudra les avoir dans une forme standardisée. Pourquoi cette forme standardisée? Ça permet aussi d'entraîner des modèles ultérieurement. Mais avant d'arriver à l'entraînement des modèles, parce que souvent on parle de modèles sans pour autant savoir c'est quoi exactement, il y a un processus bien avant cela. Donc, après acquisition, on passe au nettoyage et à la préparation qui va nous permettre de tirer les données brutes en une forme standardisée, avec un format utilisable par les modèles. Après avoir eu ce nettoyage, nous allons passer par une analyse exploratoire. Pourquoi une analyse exploratoire? Par exemple, on a des données, mais c'est à nous de chercher, par exemple, des informations nécessaires pour mieux comprendre déjà nos données. Et pour la compréhension, elle est primordiale parce que sans cette compréhension, on ne peut pas modéliser. On ne peut pas modéliser. Donc, si je dispose d'un jeu de données, par exemple d'une entreprise qui fait des ventes, je devrais être en mesure de savoir, par exemple, en une année donnée, pourquoi on a eu cette hausse de prix ou bien pourquoi on a une crise pendant cette période. Donc, grâce à cette analyse exploratoire, qui est qui est le premier jalon à être posé pour une modélisation, je dirais, donc on ne peut pas avancer. Et cette analyse exploratoire requiert une certaine connaissance statistique pour essayer de voir, par exemple, certaines corrélations, par exemple, entre les variables, ou bien des causalités, si possible aussi.
Donc, après avoir bien découvert, par exemple, ce qui se cache sous les données, là, nous serons capables de pouvoir bien modéliser ou bien choisir le modèle en fonction, par exemple, de cette analyse exploratoire qui en découle. Donc, la modélisation, ça nous permet soit de développer des modèles prédictifs, c'est-à-dire des modèles soit qui peuvent prédire le prix d'une voiture, ou bien des modèles descriptifs, c'est-à-dire si on a une catégorie de clients, savoir par exemple comment sont répartis nos clients, s'il y a des clients avec euh, un portefeuille vraiment très grand au dépourvu des autres aussi. Tout ça, c'est de la modélisation pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, après la modélisation, naturellement, il y a cette procédure d'évaluation qui nous permet de voir est-ce que notre modèle répond à la réalité avec précision et robustesse. Donc, après cette évaluation, nous n'allons pas laisser, par exemple, nos modèles dans les laboratoires avec les notebooks ou bien les PDF de recherche. Nous devons les rendre opérationnels. Donc, pour les rendre opérationnels, nous devons les déployer dans les serveurs pour qu'ils soient des systèmes opérationnels. Donc, voici le pipeline d'habitude sur le cycle de la science des données. Et donc, retenons bien que ce cycle est toujours itératif parce que tout le temps, nous partons de la collecte vers le déploiement. Et donc, si un des processus est manquant, forcément, tout le reste va être vraiment bruité. Donc, comme pratique de l'IA et de la science des données, on peut y trouver l'IA dans la santé. Par exemple, pour la détection précoce des maladies, l'IA peut jouer vraiment un rôle primordial. Notons bien qu'il y avait un tumeur qui a été détecté en première vue par l'IA. Et la taille, par exemple, de ce tumeur était tellement faible que c'était impossible de le voir à l'œil nu. Donc, l'IA est entrée en jeu pour, pour élucider ce genre de problème avec aussi la vision par ordinateur et aussi l'imagerie médicale actuellement. Il y a tellement de prouesses qui se fait par le biais de ce domaine. Et aussi, on a des diagnostics optimisés et aussi la télémédecine dont le propulseur a été l'IA. Donc, la santé actuellement est très révolutionnée par le biais de l'IA. On ne peut pas parler aussi de l'IA sans finance ou bien de la finance sans l'IA, notamment dans la détection des fraudes. Il y a tellement de transactions qui sont suspicieuses, tellement précisément, on peut voir dans le domaine bancaire, il y a parfois des gens qui font, par exemple, des schémas de fraude et par le biais de l'IA qui apprend, et de la science des données, bien sûr, parce que sans la science des données, on ne peut pas découvrir, par exemple, on peut pas découvrir des insights ou bien des patterns sur ces genres de données. Donc, la gestion des risques aussi est un domaine d'application de l'IA et aussi la prévision des marchés et des services bancaires personnalisés. Aussi, on peut appliquer l'IA dans le commerce électronique, comme les systèmes de recommandation. Vous pouvez voir, par exemple, Netflix vous proposer chaque fois des séries que vous avez, des séries similaires que vous avez eu à voir. Ça, c'est pas anodin parce qu'il collecte vos données, vos préférences et tout, et qu'il les utilise pour leur entraînement, pour vous fournir les contenus dont vous désirez. Et aussi des chatbots et optimisation des stocks qui vont améliorer l'expertise et l'expérience client pour une bonne efficacité. Dans le domaine de la logistique, vous pouvez voir les voitures autonomes et l'optimisation des routes aussi, comme principalement vous utilisez quotidiennement Yango. Et Yango se base sur des algorithmes, par exemple, qui vous donnent les distances les plus courtes. Vous voyez, donc ça, c'est de l'optimisation logistique et dedans, il y a de l'IA. Et pour aussi la gestion des trafics aussi, pour les déplacements plus sûrs et efficaces. L'éducation aussi a subi un véritable impact avec l'avènement de l'IA. Aujourd'hui, dans les plateformes comme Coursera ou bien les Udemy, vous voyez tout le temps une touche de l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'obtenir comment dirais-je, un apprentissage qui est personnalisé.
Il y a aussi des tutorats intelligents et des analyses de performance qui améliorent l'engagement et des résultats pédagogiques. Donc, voici les applications de l'IA. Maintenant, pour démarrer cette discipline, il faudra des compétences essentielles. Donc, sans cela, il sera très difficile d'arpenter cette voie. Donc, comme pilier, la programmation est vraiment un outil incontournable. Donc, il vous faudra une bonne maîtrise de Python avec les bibliothèques, les frameworks tels que NumPy, Pandas, Scikit-learn, ainsi de suite, qui vont vous permettre de manipuler les grands volumes de données et de modéliser avec le machine learning, deep learning, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans Python. Et actuellement, je peux me permettre de dire que Python actuellement est le standard de la programmation, de l'intelligence artificielle et de la science des données, car bon, il y a en dehors de sa communauté très vaste, il y a tellement de contributions qui se font avec ce langage. Pour la manipulation et la modélisation et l'analyse statistique, R aussi est très convoité. Donc, voici ces deux langages de programmation qu'il est incontournable, voilà, de s'en passer. Et en dehors de la programmation, il y a les statistiques et mathématiques. Bon, il ne requiert pas une connaissance approfondie des mathématiques ou bien des statistiques, non. Bon, je me dis que la base seulement, c'est la statistique descriptive et inférentielle. Donc, il ne faudra pas, bon, il ne requiert pas, par exemple, une certaine connaissance en maths, comme par exemple un niveau de master, non. Comment dirais-je, en deuxième année de maths, c'est vraiment suffisant pour pouvoir arpenter ce chemin. Donc, vous aurez besoin d'une bonne compréhension des outils statistiques, parce que sans les statistiques, vous ne pouvez pas faire de l'analyse exploratoire. Et qui dit analyse exploratoire s'attend à, par exemple, faire de la modélisation après, choisir le bon modèle. Ensuite, si vous avez choisi votre modèle, il faudra, par exemple, essayer de faire des tests d'hypothèses pour voir, par exemple, des hypothèses que vous avez émises dès le vraiment, voilà, on ne peut pas s'en passer. L'algèbre linéaire aussi, quand vous entrez dans le deep learning ou bien réseau de neurones, vous aurez affaire à des matrices poids, multiplication matricielle, ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est vraiment un atout d'avoir ces bases. Et aussi pour le calcul numérique, la plupart, par exemple, des modèles de machine learning utilisent, par exemple, l'optimisation. Et cette optimisation n'est rien d'autre que du calcul numérique avec l'optimisation, par exemple, des modèles pour mieux permettre, par exemple, à ces modèles d'apprendre ce qui se passe réellement. Aussi, vous avez besoin de la connaissance des bases de données. Parce qu'avec la plupart des entreprises ont des bases de données, soit en SQL, ainsi de suite. Ils ont des bases de données. Donc, savoir comment extraire, manipuler et gérer ces grandes quantités de données vont vous servir parce que vous ne pouvez pas créer des modèles sans pour autant avoir les données. Et si vous avez les données, comment les extraire aussi, ça devient fondamental. Donc, et ça, c'est le début, par exemple, du processus d'extraction, de transformation et de chargement qui vous permettent d'obtenir un bon référentiel de données. Donc, après tout cela, vous avez besoin de la visualisation de données parce que c'est toujours dans le cadre de la connaissance de vos données. Parce qu'avec la visualisation, ça donne beaucoup plus d'aperçus qu'avec les données brutes, avec les données tabulaires. Donc, vous pouvez présenter vos données ou bien les résultats de vos modèles par le biais de la visualisation. Parce que l'humain comprend mieux, par exemple, les visuels que les textes ou bien les tableaux. Donc, les maîtriser, par exemple, ça constitue vraiment un atout. Et surtout, quelque chose dont, dont il est vraiment important, c'est l'apprentissage continu. Donc, il faudra vraiment pousser votre curiosité et aussi tout le temps être à la quête de connaissances, non seulement parce que nous sommes dans un domaine qui est en pleine expansion. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui se font.
Chaque jour, il y a des découvertes et tout. Donc, avoir cette adaptation aux nouvelles technologies, ça devient crucial et je dirais même vital. Donc, il faudra renforcer ces différentes compétences pour vraiment être au diapason. Donc, nous parlons toujours d'IA et de sciences des données sans pour autant parler de leurs défis et de leurs considérations techniques. Ils constituent, bon, parfois de réels débats et aussi ça soulève d'importantes questions éthiques au point de vue éthique et cela nécessite aussi une approche qui est responsable. Donc, notamment, on a les biais algorithmiques. Donc, les algorithmes que l'on fait, par exemple, ils peuvent produire, par exemple, des erreurs ou bien des inégalités. Comme par exemple, aujourd'hui, je crée un modèle qui essaie de filtrer des CV, d'analyser des CV. Et donc, imaginez que si je donne, euh, par exemple, 10 CV, dont tous les CV, ce sont des hommes, par exemple. Donc, j'entraîne mon modèle avec ces 10 CV. Forcément, à chaque fois, le modèle va me donner tout le temps le profil homme comme étant le profil normal. Alors que ça crée une inégalité sociale. Donc, ce sont des biais qu'il faudra penser. Et aussi, ces biais peuvent entraver la prise de décision. Parce que, comme dit le concept anglais, garbage in, garbage out, c'est-à-dire si nos données ne sont pas bien répartitionnées ou bien si nos données sont biaisées, sont polluées, par exemple, si nous n'avons pas de bonnes données, par exemple, forcément, on ne doit pas s'attendre à des résultats miraculeux. On ne produit que ce que l'on sort. Donc, ça, c'est un concept qu'il faut prendre en compte. Aussi, l'aspect confidentialité qui revient souvent, parce que déjà, pour entraîner nos modèles, il nous faudra une collection massive de ces données, et ces données peuvent être personnelles. Et si c'est personnel, ça pose des risques de confidentialité pour la vie privée, par exemple. Donc, il faudra penser à ça, penser à des mécanismes de protection robustes et le respect aussi des réglementations. Parfois, il y a surtout en Europe, je ne sais pas, ici au Sénégal, je pense qu'il y a des comités pour ça, mais en Europe, il y a le GDPR qui s'assure, par exemple, de l'intégrité des données et de leur protection. Et aussi, il y a la transparence et l'explicabilité, par exemple. Comprendre le fonctionnement des systèmes d'IA est crucial pour la confiance et la redevabilité, particulièrement dans les domaines sensibles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas obtenir un modèle qui dit que vous avez la diabète sans pour autant dire pourquoi j'ai cette maladie. Donc, c'est ça l'aspect interprétabilité. Donc, nous devons avoir des IA qui sont vraiment interprétables. Donc, sans cela, ça va être juste comme une boîte noire. Et ça, c'est pas vraiment éthique. Donc, pour concevoir les modèles, il faudra penser à la transparence et l'explicabilité. L'impact social aussi est un champ qui est vraiment actuellement d'actualité, car l'IA transforme l'emploi et peut propager la désinformation, comme vous pouvez le voir avec les deepfakes, c'est-à-dire la création des photos et des vidéos qui sont fake et qui peuvent aussi entraver la vie sociale ou bien la vie privée d'une personne. Donc, une vigilance constante est vraiment requise à ce niveau. Aussi, avec l'avènement de l'IA, il y a tellement de métiers qui sont vraiment menacés. Je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup de métiers qui sont menacés et tout. Donc, l'utilisation de l'IA doit être vraiment centrée et bien, par exemple, sécurisée pour ce genre de cas. Et aussi, on a besoin de la responsabilité, par exemple. Concevoir des modèles, vraiment, c'est facile. Mais maintenant, imaginez si je conçois une voiture autonome et qu'elle fasse un accident, par exemple, qui on doit punir, par exemple, dans ce cas? C'est soit le concepteur du modèle pour la voiture autonome, ou bien c'est, par exemple, celui qui a construit cette voiture en tant que telle, ou bien, par exemple, l'autorité supérieure qui est condamnée, par exemple. Donc, tout ça sont des questions à s'interroger, à se poser pour vraiment avoir, par exemple, des IA qui sont responsables.
Maintenant, pour lancer ton parcours, votre parcours en IA et en data science, c'est pas un domaine d'élite. C'est juste de la pratique. C'est juste, par exemple, une volonté. Parce que tout naît d'une volonté d'abord. Donc, il y a tellement de ressources, il y a tellement de documentation, beaucoup de livres. Donc, raison pour laquelle, avant de commencer, il vous faudra définir votre roadmap bien spécifique. Faudra avoir une feuille de route parce que sans cela, vous allez finir par être dispersé parce qu'il y a tellement de choses qui se font. Vous voulez parfois maîtriser une chose de manière très rapide, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas vraiment un bon roadmap, bon, il sera vraiment très compliqué. Raison pour laquelle il y a des cours en ligne, comme par exemple des formations qui sont structurantes sur, par exemple, Coursera ou bien Udemy. Et ça, c'est idéal si vous venez de commencer ou bien si vous êtes à un niveau qui est avancé. Il y a aussi des livrages, des livres et des ouvrages aussi qui vous donnent parfois les fondamentaux en statistique, machine learning, qui vont vous permettre d'approfondir les concepts théoriques. Et surtout ça, parce que, bon, d'habitude, on veut brûler les étapes, on veut juste sauter à la création des modèles sans pour autant avoir, par exemple, les bases nécessaires. Donc, sans ces bases, sans cette fondation théorique, donc c'est vraiment très difficile, par exemple, d'interpréter la sortie de ton modèle, par exemple. Et aussi, participer à des communautés et des forums, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans le bain. Vous voyez, il y a tellement de compétitions, par exemple, comme Kaggle, Stack Overflow. Maintenant, je pense actuellement qu'il n'est plus d'actualité parce qu'avec l'effet de l'IA générative, les gens, bon, bon même le Stack Overflow, actuellement, ils ont fait ils se complaignent sur le fait que voilà, le revenu est actuellement en train de baisser du fait de l'avènement de l'intelligence artificielle et aussi de LinkedIn pour pouvoir bien réseauter. Donc, toutes ces communautés vont vous aider vraiment à vous épanouir dans le domaine. Et aussi, Galsen AI, communément, va vous aider aussi sur beaucoup de choses, beaucoup d'ateliers pratiques, et ainsi de suite. Aussi, favoriser la discussion, il faudra vraiment être ouvert parce que c'est un domaine, c'est un domaine qui est vraiment démocratisé. Un enfant, par exemple, de 15 ans peut vous apprendre beaucoup de choses sur ça. Donc, nul n'a le monopole ici du savoir de ce domaine. Et faire aussi beaucoup de projets, car si vous venez de débuter, si vous apprenez un nouveau concept, essayez de le pratiquer, essayez de faire des projets autant que possible, parce qu'en multipliant ces projets, c'est ça qui va vous donner la main, c'est ça qui va vous donner l'esprit critique qui va vous aider quand vous rencontrez un problème de la vie réelle, rapidement, vous aurez cette intuition. Donc, les outils essentiels dont vous avez besoin de maîtriser sont Jupyter Notebook, Google Colab et certaines librairies de Python comme Panda, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. Donc ça, ce sont des must. Donc voici en gros euh, pour ce qui est de l'IA et de la science des données. Donc, comme je vous avais dit à l'introduction, ce sont des domaines en pleine expansion et qui peuvent créer de la valeur dans le monde actuellement, car ils créent beaucoup d'opportunités. Vraiment, donc, entamer, par exemple, ce chemin, vraiment, ça, vous n'allez pas le regretter, car actuellement, beaucoup de choses merveilleuses se passent grâce à ces nouvelles découvertes technologiques. Merci beaucoup pour votre assistance et votre présence. Donc, un grand merci à notre speaker, Monsieur Sherfal. Alors, je pense que on peut tous reconnaître la richesse des informations partagées aujourd'hui avec des explications à la fois claires, concrètes et très inspirantes pour ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'IA et de la data science. Donc, j'ai jeté un coup d'œil sur le chat. Donc, on a pu voir beaucoup d'impressions. Peut-être pas encore de questions, mais si vous me le permettez, j'avais une question, Monsieur Fall. Ok, ok, allez-y. Alors, est-il vraiment nécessaire d'être
très fort en mathématiques pour débuter en IA, ou bien? C'est une question que souvent beaucoup se posent. Et à mon humble avis, vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir des bagages très poussés en mathématiques. Juste la base, c'est-à-dire la statistique, les calculs différentiels et juste algèbre linéaire. Vous n'avez pas besoin de certaines connaissances vraiment très, très techniques en ça. D'accord, d'accord. Donc, peut-être avoir des connaissances en statistiques, en algèbre linéaire, en probabilité suffisent amplement. Effectivement, parce que la plupart euh, des modèles, on utilise souvent ces quatre champs des mathématiques. On n'a pas besoin beaucoup de connaissances poussées dans ça. Juste ça, maîtriser seulement ces fondamentaux suffisent largement pour pouvoir arpenter le chemin de l'IA et de la science des données. D'accord, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a activé son micro, peut-être qu'il veut poser une question. Bon. Donc, ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser, c'est le moment, hein. C'est le moment. Alors, sur le chat, il y a XCCNJN qui pose la question suivante. L'IA peut-elle améliorer la cybersécurité? Ok. C'est une question très pertinente. Actuellement, l'IA fait beaucoup de promesses pour la cybersécurité, notamment dans le domaine de l'analyse des infiltrations ou bien le pen test. Par exemple, essayer de faire le scan. Parce que d'habitude, sur la cybersécurité, dans l'aspect, par exemple, des loggings, voir, par exemple, bon, les entrées et les sorties, beaucoup de choses. Bon, on a beaucoup d'informations qu'il est vraiment quasi impossible de les analyser, ou bien ça va prendre du temps avec l'aide humaine, avec l'assistance humaine. Donc, l'IA peut servir vraiment comment dirais-je, de superviseur sur ces logs, par exemple, ou bien aussi essayer de prédire, par exemple, si il y aura une cyberattaque ou pas. Donc, l'IA améliore beaucoup de choses sur la cybersécurité et tout. D'ailleurs, même actuellement, avec ce qui se fait sur Claude, actuellement, ils ont des agents qui sont orientés uniquement dans la cybersécurité pour l'analyse des réseaux, analyser des vulnérabilités, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est, c'est une chose qui se fait réellement avec les LLM aussi. Alors, merci pour cette réponse. Donc, il y a aussi Dija qui pose la question suivante. Quel est l'intérêt de la programmation orientée objet en IA? Ça, c'est important. Ok, ça c'est vraiment important parce que la programmation orientée objet, comme je le dis la plupart du temps, nous avons affaire à des frameworks, à des librairies. Tout ça, on les utilise pour architecturer des modèles et tout. Déjà, la programmation orientée objet, c'est juste, par exemple, des bonnes règles de programmation que l'on peut utiliser pour structurer nos codes et tout. Donc, avoir, par exemple, cette connaissance ou bien cette prérequis, ça va aider non seulement à la conception des modèles, mais aussi à la bonne pratique dans les normes, par exemple, de la programmation. Ça évite aussi d'avoir tout le temps des codes qui sont dupliqués, des codes qui sont très longs, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est un atout. Alors, merci pour cette réponse. Donc, rapidement, il y a aussi Red qui pose la question, est-ce que l'IA peut Mhm. vraiment remplacer l'homme? Et ceci pour tous les domaines. Ah, ok. Ok, ça aussi, c'est un débat. C'est un débat vraiment ouvert. L'IA ne peut pas vraiment remplacer l'homme, à mon humble avis.
Parce que moi, je me dis que les deux sont complémentaires. Il faudra tout le temps l'humain dans la boucle. Parce que bon, peut-être l'IA peut faire des erreurs parce qu'il agit avec des probabilités. Et qui dit probabilité dit aléatoire. Donc, il n'y a pas ces règles déterministes qui peuvent dire que voilà, 1 plus 1 égale 2. Non, parfois, il apprend en fonction des données et cet effet aléatoire parfois rend les choses un peu plus aléatoires, tu vois. Donc, du coup, il faudra tout le temps l'humain dans la boucle pour essayer de pouvoir valider d'abord les réponses ou bien ce que le système propose. Donc, forcément, moi, je me dis que les deux sont complémentaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, merci pour cette réponse. Il y a aussi Abdou Silla qui pose la question suivante. Quels sont les plus grands défis de l'IA en Afrique actuellement? Ok, ça c'est une pertinente question qu'il faudrait vraiment y réfléchir de manière philosophique et répondre aussi de manière philosophique. En Afrique, nous savons bel et bien que nous avons connu un retard d'abord sur la révolution industrielle. Actuellement, nous faisons de telle sorte que voilà, on suit la technologie. Donc, parmi les plus grands défis, on a ce retard technologique, comme par exemple la pénurie des données, parce que nous n'avons pas parfois des systèmes technologiques qui sont vraiment robustes, parce que la plupart du temps, nous travaillons sur le monde traditionnel, si je peux le dire ainsi, comme par exemple les feuilles, les registres. Donc, nous n'avons pas beaucoup automatisé beaucoup de secteurs et tout. Donc, raison pour laquelle vraiment, ça pose parfois problème. Et si les systèmes ne sont pas bien automatisés, forcément, on aura des pénuries de données. Comme je l'ai vu aussi dans le chat, les low resources data, ça c'est un problème. On a aussi des problèmes d'infrastructure parce que parfois entraîner un modèle d'IA, ça nécessite des grands moteurs de calcul, comme par exemple des GPU qui peuvent accélérer l'entraînement des modèles, des serveurs aussi. Donc tout ça en Afrique, vraiment, le paysage est encore très vide. L'écosystème n'est pas encore propice et ça constitue vraiment de réels défis. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, rapidement, il y a aussi, bon, il y a une autre question. Quels sont les débouchés dans le domaine de l'intelligence artificielle? Ok, donc il y a beaucoup de débouchés, comme je l'avais dit tantôt. On peut être un analyste de données, par exemple, celui qui analyse les données pour pouvoir en tirer des connaissances. Et ces connaissances peuvent aider à la prise de décision. On peut être un data scientist. Un data scientist, c'est celui qui conçoit des modèles par le biais des données pour essayer de prédire ou bien pour essayer de régler un problème que rencontre une entreprise. On peut aussi être un AI engineer, c'est-à-dire un ingénieur en IA qui permet de concevoir, par exemple, des systèmes autonomes prêts à être déployés au grand public. On peut être aussi, par exemple, des LLM ingénieurs ou bien NLP ingénieurs, tout ça dans le domaine du traitement du langage naturel. Donc, il y a tellement de champs, beaucoup de choses que l'on peut faire, comme on peut être aussi data architect, on peut être data engineer, par exemple, celui qui conçoit les pipelines qui permettent de faire l'extraction, la transformation et le chargement des données. Et ça, c'est utile, par exemple, pour un data scientist qui veut concevoir un modèle, d'avoir, par exemple, tous ces métiers. Merci bien pour cette réponse. Donc, je pense qu'on peut finir avec la question d'Abdou Salam. Il dit en tant que développeur full stack mobile, alors, quelles compétences en intelligence artificielle et en data science sont aujourd'hui les plus importantes à apprendre pour créer des applications modernes et utiles? Bon, moi, je me dis que cela requiert juste du prompting. Si vous avez une bonne habilité à écrire, à concevoir de bons prompts et aussi connaître votre domaine, parce que sans cette connaissance, si vous n'avez pas les bases, vous aurez beau utiliser des IA et vous n'aurez pas atteint vos objectifs.
Donc déjà, la connaissance du domaine, elle est impérative. Donc tout ce qui est en rapport avec développeur full stack, mobile, tout ça, si vous avez les bases déjà posées, donc ce serait vraiment facile de créer des solutions qui sont vraiment à haut niveau et adaptées par le biais du prompting. Parce que l'IA ne répond que ce que vous lui posez. Donc, si vous lui posez, par exemple, des prompts qui sont super farfelus, forcément, vous aurez, par exemple, une application mobile qui n'est pas à la hauteur. Donc, le prompting, actuellement, c'est la chose qui va qui va vous aider avec, bon, votre métier. Donc, les développeurs web ne risquent pas de perdre leur métier à l'avenir s'ils s'adaptent. Non, 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 jamais, jamais. Parce que comme j'avais dit, bon, c'est juste par exemple un outil qui va vous permettre d'optimiser votre temps. Je peux vous donner comme analogie, par exemple, l'ère des calculatrices, par exemple. Fut un temps où les mathématiciens, avec l'avènement des calculatrices, sortaient pour se plaindre, pour dire que ça détruit l'intelligence humaine, parce que ça rend paresseux et tout. Internet aussi a connu ce tournant. Donc, et actuellement, je me casse plus la tête à faire des divisions à deux chiffres. Je préfère donner ça à une machine à calculer qui me donne les résultats de manière rapide. Donc, non seulement je vais gagner en temps et en productivité. Donc, moi, je me dis que, bon, si vous avez déjà les bases dans votre domaine, où que vous soyez, si vous avez ces bases, donc l'IA va être juste quelque chose qui va vous aider à avoir une bonne productivité. D'accord, d'accord. Merci bien pour cette réponse. Donc, je pense qu'il reste qu'une seule question de Red. Il demande quels sont les défis à relever pour diminuer les dégâts de l'IA sur l'environnement. Ok, ok, ça c'est une question aussi qui est vraiment pertinente et d'actualité parce que l'IA actuellement détruit beaucoup de choses sur l'environnement parce que comme je vous avais dit, il requiert par exemple des ressources technologiques très sophistiquées. Donc non seulement ça pollue l'environnement et tout, et voilà, ça endommage parfois la santé et tout. Donc actuellement, il y a des solutions qui sont, qui sont en train d'être élaborées pour limiter ces dégâts, par exemple, comment faire pour optimiser, par exemple, l'utilisation de ces ressources. Ça, c'est